Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à ce nouveau rencard de l'équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot chaque mardi entre 10h30 et 12h. Nous vous livrons l'actualité sportive la plus fraîche sur le continent et aujourd'hui, nous revenons sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Maroc soulève son premier trophée à domicile face au Mali battu en finale. Nous évoquons également le début de la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte à compter de ce 27 avril. Il sera également question des éliminatoires du mondial féminin des moins de 17 ans. Bénin, Zambie s'est à Lomé pour le compte du troisième tour retour. En karaté, nous revenons sur le sacre d'un Sénégalais à l'Open USA qui a remporté justement la médaille d'or. Le débat du jour, ça concerne le décès tragique du Gabonais Aaron Bopenza qui, souvenez-vous, est décédé d'une façon tragique après une chute sur un bâtiment du haut du 11e étage. Et justement, que s'est-il passé? On revient justement sur cette disparition tragique de l'ancien international gabonais de football. Équipe d'Afrique de ce mardi, mise en onde, Olivier Koudjo. Ok, je suis Romo Yetor avec toute l'équipe. Mise en onde, je le disais, Olivier, à la réalisation juste à ses côtés et l'homme à devant, derrière la caméra. Espoir Team Fédé, sans oublier les autres confrères journalistes dans les autres pays du continent. C'est parti. Équipe d'Afrique, c'est avec plaisir, chers auditeurs, que nous vous servons l'actualité sportive du continent chaque mardi entre 10h30 et 12h sur la 91.9 et www.sportfmtg.com en live streaming. Émission retrouvée également en image sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Également disponible sur nos réseaux sociaux. Nous commençons avec les éperviers dames de moins de 20 ans qui sont en regroupement pour le compte des éliminatoires du mondial, du premier tour bien sûr des éliminatoires du mondial de la catégorie. L'équipe est en regroupement à Abu Trafford au centre Liberty Academy. Les travaux ont commencé, on va essayer de comprendre un peu le chantier de Théophile Kouapo Koumi qui est le sélectionneur des éperviers dames de moins de 20 ans. Cette partie, elle est très importante pour nous, c'est une première partie. On a travaillé avec le groupe pour que le groupe se connaisse. Et on va travailler leur cohésion et on va plus miser l'accent sur l'aspect physique sans toutefois oublier l'aspect tactique et technique. On a travaillé l'aérobie, de la capacité à la puissance et demain on va continuer avec les autres. En U20, c'est seulement 2 voire 3 ans. Donc nous avons un nouveau groupe. Aujourd'hui nous sommes en train d'étudier le potentiel de ce groupe et on va travailler conséquemment pour essayer de mettre un système qui correspond au mieux à ce groupe. Le patron du staff technique des éperviers dames des moins de 20 ans, Théophile Kouapo Koumi, à l'instant. Toujours dans le foot féminin, nous parlons des éliminatoires du mondial des moins de 17 ans qu'abrite le Maroc en 2025. Le troisième tour retour a lieu ce week-end, cette fin de semaine. À Lomé, ce samedi, le Bénin joue contre la Zambie pour le compte de la manche retour après avoir été battu 2-1 à l'aller de Cotonou. Voici donc la correspondance de notre confrère River Gansé. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe de Sport FM. Exactement le samedi prochain au stade Kégué de Lomé, les Amazones des moins de 17 ans vont jouer une carte décisive. Une victoire 1-0 ou un succès avec 2 buts d'écart suffirait à écrire une nouvelle page de leur histoire en les qualifiant bien sûr pour leur toute première Coupe du Monde féminine, toutes catégories confondues, battue 2-1 lors de la manche aller à Zambie. Les protégés de la sélectionneuse du Bénin, Ida Azonsou, sont à 90 minutes de réaliser un exploit sans précédent et grâce au précieux but inscrit à l'extérieur qui compte double, l'espoir est bien sûr permis. Un scénario qui nourrit l'optimisme de Ida Azonsou, convaincue que ses joueuses ont les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Le match retour, nous avons tout fait. Nous avons marqué un but ici. Donc au retour, je pense que nous pouvons renverser la tendance. Donc les choses qui n'ont pas marché, ce qui n'a pas marché dans notre manière de faire aujourd'hui, nous allons les corriger avant le match retour.
Germaine Gandonou, unique buteuse lors de la rencontre aller du samedi dernier, sera bien sûr sous les projecteurs lors du match retour du samedi prochain au stade de Kégué et sa performance sera cruciale pour mener le Bénin à la victoire et marquer donc l'histoire du football béninois. On va écouter les impressions de quelques journalistes reporters sportifs béninois pour le match retour du Bénin face à la Zambie, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Il faut être optimiste et je le suis. Je le suis parce que, comme je le disais, ces filles-là ont quand même montré des choses qui demandent qu'on soit optimiste. Elles ont montré des choses positives dans l'ensemble, comme je peux le dire. Donc, il y a eu ce but-là qui pourra véritablement les mettre en confiance. Et l'autre chose, c'est qu'elles vont jouer forcément à domicile. Certes, c'est le Togo, mais je pense que c'est un match à domicile. Donc, après, bon, voilà, ils n'ont pas encaissé justement une valise de but, une valise de but insurmontable non plus. Donc, ce n'est que 2 buts et un qui est égalisé, donc il y a forcément juste un but de retard. Donc l'un et dans l'autre, il y a des conditions, il y a des scénarios qui montrent en réalité qu'on peut être optimiste pour le retour. L'autre aspect de cette rencontre pour moi, il va falloir vraiment tenir le discours approprié aux filles pour pouvoir leur vraiment remonter le moral, les galvaniser à bloc face à cette formation de la Zambie et battre maintenant la mobilisation autour de l'équipe féminine. Et on espère vivement, on croise vraiment les doigts pour que cette fille, les Amazones, puisse vraiment aller chercher cette qualification pour nous. C'était Rivel Gansé depuis Cotonou pour Sport FM. Merci Rivel Gansé, notre point focal à Cotonou, point focal de l'émission Équipe d'Afrique qui revenait sur les éliminatoires du mondial féminin des moins de 17 ans. Le Bénin qui reçoit à Lomé ce samedi, la Zambie pour le compte du troisième tour retour, dernier tour donc en cas de qualification. Eh bien, le Bénin sera bien présent au Maroc en 2025 pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'équipe nigériane a presque validé son ticket après avoir battu largement l'Algérie 4-0 à l'aller du troisième tour. On reviendra le mardi prochain sur les résultats définitifs de ce troisième et dernier tour. Toujours sur le continent, nous parlons des Coupe des catégories, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans disputée au Maroc. Eh bien, le Maroc pour la première fois soulève le trophée en battant en finale le Mali. Un autre tournoi, il s'agit de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans aussi, s'ouvre dans l'Afrique du Nord. L'Égypte qui accueille la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. La compétition commence le 27 avril. Le point focal de l'équipe d'Afrique en Afrique du Nord, Bernard Ajavon au Caire. Le Maroc est enfin roi et champion de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui s'est déroulée au Maroc du 31 mars au 19 avril 2025. Dans un duel de costaud et d'une finale verrouillée, les Lionceaux de l'Atlas ont conquis leur premier sacre continental en s'imposant face au Mali, double champion de cette catégorie 2015-2017 au tir au but, 4 buts contre 2, temps réglementaire, 0 but partout. Au soir de cette compétition, en dehors de ce sacre du Maroc, le Mali est deuxième et la Côte d'Ivoire a arraché le bronze devant le Burkina Faso. La Fédération africaine de football CAF a attribué les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2025 des moins de 20 ans à l'Égypte. Cette compétition va se jouer du 27 avril au 18 mai 2025 au Caire en Égypte et va regrouper 13 équipes réparties en 3 poules. L'Afrique du Nord est représentée par l'Égypte qui se retrouve dans la poule A avec la Zambie, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et la Tanzanie. Le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans la poule B aux côtés du Kenya et du Nigeria. Il est important de souligner que cette décision d'organisation de la dernière minute s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Égypte non seulement à soutenir le football africain, mais aussi de la disposition des infrastructures sportives et d'une grande expérience dans l'organisation des événements continentaux et internationaux. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique.
Le point focal de l'équipe d'Afrique en Afrique du Nord, Bernard Ajavan au Caire, en Égypte, pour nous parler de la CAN des moins de 17 ans, remportée par le Maroc. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans s'ouvre le 27 avril en Égypte. Cette fois-ci, on va faire le tour des pays africains. Nous allons commencer avec le Burkina Faso, où se trouve notre confrère Stéphane Ouattara. Bonjour Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour également à tous nos auditeurs. Alors, l'équipe d'Afrique te souhaite un très bon retour après la mission en Allemagne. J'espère que tout s'est bien passé là-bas. Ouais, merci beaucoup. La mission en Allemagne a été une opportunité pour nous, voilà. Ouais, je disais que le voyage en Allemagne s'est très bien passé parce que ça a été l'occasion, voilà, d'apprendre beaucoup auprès des professionnels, des journalistes allemands, et voilà, et puis bon, on a fait une immersion d'une semaine de fin de la Bundesliga. Oui. Voilà, donc voilà, ça nous a permis encore de venir nous aguerrir et revenir mettre en pratique ce qu'on a appris du côté de l'Allemagne. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. D'accord. Alors, on va parler d'abord du championnat burkinabé de football de première division, la 6e journée. Le mano à mano entre l'AS Sonabel et l'USFA continue. Ouais, disons que la 26e journée, voilà, la 26e journée du championnat qui peut jouer ce week-end. Et il faut dire que le leader, le Railway FC, s'est incliné 1-0 face à la Montagne République de Bafera. Sanitas a gagné 1-0 contre Majestic. Le RCB a battu le RCK 3-0. Vitesse a battu le Real du 1-0. Match nul entre l'instant et les gars. Et puis le Sporting Cascade, l'UFA a battu l'ASEC 2-0. L'ASFB a battu le Faux et 1-0. Et l'ASN a été battu par l'AS Sonabel 1-0. Il faut dire que actuellement, le championnat est très serré parce que le leader, le Railway FC, a 48 points. Et l'AS Sonabel, qui a battu l'AS One, a désormais 44 points actuellement. Ouais. Et l'UFA également qui a gagné à 44 points. Donc, il y a que 4 points qui séparent le leader du deuxième et du troisième du championnat. C'est ça. Nous sommes actuellement, il reste 4 journées avant la fin du championnat. Il reste 4 journées avant la fin du championnat. Et dans le bas du tableau également, c'est beaucoup plus relevé parce que les points ne sont pas trop quand l'étoile filant de Ouagadougou est 15e avec 26 points. Oui. À 2 points du premier non relégable, c'est l'UFO qui a 26 points. Et Sanitas a 29 points. L'Instant relégable a 29 points. Donc, de la 12e place à la 16e place du championnat. Et il n'y a que 4 points qui séparent également les différentes équipes. Donc, la lutte pour le titre et la lutte pour le maintien pour le Faso Foot en 4 journées de la fin du championnat est toujours après-midi disputé ici au Burkina Faso. On va suivre de près cette bataille finale jusqu'à la dernière journée du championnat. Un championnat très relevé cette saison. Toujours au foot, nous parlons de la Coupe du Faso. Les demi-finales ont lieu aujourd'hui même avec 2 affiches intéressantes, Stéphane. Oui, tout à fait. La Coupe du Faso version 2025 connaîtra sa première équipe qualifiée pour la finale aujourd'hui. C'est sur le tour de 15h30 universel ici au stade municipal Issoufou Joseph Colombo. Il y a un match qui aura lieu ici même, l'équipe du Real du Faso qui va affronter le leader du championnat, le Railway FC. Donc, c'est un match très intéressant qui aura lieu entre 2 équipes joueuses, 2 centres de formation. Je rappelle que le Real du Faso est déjà maintenu dans le top 6 du championnat. Le Railway FC est le leader du championnat actuellement. Donc, c'est un match de Ligue 1 et c'est un classique. Et auquel on va assister aujourd'hui, c'est la première affiche de ce demi-finale. Real du Faso, Railway FC qui se joue aujourd'hui à 15h30 universel. Et le jeudi, à 15h30 universel, à Bobo-Dioulasso, la deuxième demi-finale aura lieu
Et c'est l'ASFB qui va croiser les crampons avec le Sporting Cascade au stade de Bobo-Dioulasso. Donc, ce sont des affiches qui opposent les clubs de Ligue 1. Oui, tout à fait. C'est la première fois cette année quand on voit qu'il n'y a aucune équipe de Ligue 2 ou de Ligue 3 dans les derniers carrés. Sinon, dans les 5 dernières années, on a eu au moins une équipe de deuxième division en demi-finale dans les derniers carrés. Mais malheureusement, cette année, la seule équipe qui est allée loin, c'est l'ISO. C'est une équipe de deuxième division, l'ISO, qui est allée loin parce que l'équipe s'est arrêtée en quart de finale. Elle a été battue 3-1 par la formation du Sporting Cascade d'ailleurs, qui va affronter l'ASFB jeudi au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. D'accord, pour terminer, on va s'intéresser à l'actualité des étalons des moins de 17 ans qui ont occupé la 4e place lors du dernier tournoi des moins de 17 ans, la Coupe d'Afrique des Nations bien sûr. Et pourtant, les étalons U17 avaient fini 3e en 2023. Est-ce une petite déception pour l'équipe cette année? Bon, ouais, je dirais pas forcément une déception parce que il faut voir d'où on vient et les moyens de tout un chacun. Donc, ça c'est en toute humilité et en toute modestie. Quand je regarde les moyens que nous, notre État a mis et nos moyens ici qu'on utilise pour se préparer en termes de comparaison aux moyens que les autres ils ont mis pour préparer leur temps 17. C'est vrai que nous, ça n'a pas été ridicule. On s'est préparé avec nos moyens de bord. On a fait différent avec les autres. Donc, je pense que c'est quand même à féliciter. C'est honorable. On n'a pas de stade. Voilà, pas d'infrastructure. Bon, peut-être adaptée. On est obligé de s'adapter en fonction de notre réalité, se préparer. Donc, je pense que compte tenu de nous, les moyens, je pense que c'est pas une déception. Oscar Barreau, et puis, peut être fier de ses joueurs. Et lui et son staff, et nous, les joueurs peuvent être fiers de leur parcours parce que, voilà, déjà, l'objectif, c'était de confirmer, de continuer la bonne note, la bonne dynamique. L'année passée, la dernière édition, plutôt, on a été 3e, on n'a pas pu franchir le stade de demi-finale. On a été 3e. Et puis, on a été qualifié pour le mondial passé. Et cette année, on n'a pas également pu franchir le stade de demi-finale. On a été plutôt 4e, mais avec le nouveau format de la Coupe du Monde, nous sommes qualifiés pour le mondial de notre catégorie. Moi, je pense qu'il y a pas mal, il y a pas de quoi, voilà, se leurrer, c'est déjà bon. Et puis, le long du tournoi, il y a pas mal de joueurs qui ont brillé. Et si on peut-être, au moins 1, 2, 3 ou 4 ou 5 comme ça, peut avoir des contrats à l'extérieur afin de continuer à faire la formation et pourquoi pas dans 5 ans revenir renforcer l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est bon à prendre. Merci beaucoup Stéphane Ratara. En tout cas, le Burkina a présenté une équipe très offensive. L'équipe du Burkina fait partie donc des meilleurs de ce tournoi. Félicitations à ces jeunes et bonne chance pour le prochain mondial de la catégorie, Stéphane. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et à tous. À tout à l'heure. Chers auditeurs, gardez votre position d'écoute 91.9 ou si vous nous suivez via www.sportfmtg.com, merci de le faire. Après le Burkina, nous allons au Mali, à Bamako, chez Ban Ibrahimon. Là, on va aussi parler de la CAN des moins de 17 ans. Le Mali qui est finaliste cette année. Et les demi-finales de la Coupe du Mali, le championnat Ligue 1 Pro également, sans oublier le Tour cycliste du Mali 2025. Ban Ibrahima, bonjour. Ban. Le temps de le retrouver, il est là, je crois. Ibrahima Ban, bonjour. C'est plutôt Martin qui a reçu l'appel. Ah, c'est Martin qui est là, d'accord. Ok, Martin. Ben voilà. En tout cas, entre le Mali et le Niger, il n'y a pas de problème. C'est la même, c'est la même chose. On n'est pas trop loin de Bamako. C'est ça. Nous sommes à Niamey. Alors, Martin,
On va s'intéresser à cette récente actualité au Niger. Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibrila Ima, alias Pelé, fait une tournée dans le pays justement pour remercier tous ceux-là qui l'ont aidé à glaner cette place dans le conseil de la FIFA après la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Et dans la foulée, le président annonce une nouvelle. Il ne va pas se représenter lors du prochain congrès électif au niveau de la Fédération nigérienne de football. C'est l'actualité majeure actuellement au Niger. Ben oui, c'est l'actualité qui est tombée comme une poudre, bien sûr, dans le monde du football nigérien. On l'a vu à l'occasion de sa tournée. On s'attendait plus à des remerciements, à une tournée de gratitude à l'endroit, bien sûr, de tous ses soutiens au plan national. Il a fait pratiquement les 8 régions, à l'exception de Philadelphie, qui va le recevoir dans les heures qui suivent, bien sûr. Donc, on s'attendait forcément qu'il annonce qu'il sera peut-être candidat pour un 5e mandat. Ça n'a pas été le cas. À l'issue du remerciement, le colonel-major Pelé a décidé tout simplement de mettre en avant son 3e vice-président à la personne de Isaka Adamou pour désormais briguer le prochain mandat. Et lui, désormais, il va rester en retrait, non pas parce que il ne veut pas, mais je crois que c'est une décision que beaucoup ne comprennent pas, que beaucoup aussi apprécient à sa juste valeur. Alors, c'est vrai que pour l'instant, vous ne maîtrisez pas les raisons de cette décision du président, mais y a-t-il effectivement une raison valable pour que le président ne se représente pas? D'abord, on ne maîtrise pas les raisons réelles, puisqu'il ne les évoque pas, mais on va quand même tenter d'aller chercher quelques éléments d'analyse ça et là. On sait qu'il est là, ça fait 16 ans. C'est ça. En juillet prochain, il aura bouclé 16 ans à la tête de la fédération, donc 4 mandats. Et pendant ces 4 mandats, il a été accompagné par beaucoup de collaborateurs, dont celui qui va être son dauphin, Adamou Isaka, probablement, bien sûr. Au-delà, il y a aussi désormais son rôle au niveau de la FIFA, qu'il prend au sérieux. Et on peut aussi évoquer ce qu'on appelle en Afrique la parole donnée. C'est possible qu'entre-temps, il ait donné sa parole à ce lieutenant, puisque désormais, il est connu, il est visible, ce n'est plus un secret. C'est possible qu'il y ait une parole donnée entre-temps, ou peut-être que sous l'effet de la fatigue, Pelé estime aujourd'hui qu'il a donné ce qu'il pouvait donner au football nigérien. Il veut continuer à donner au football nigérien sans être forcément à la tête de la fédération. Alors, Pelé, ça fait plus de 10 ans, plus d'une décennie à la tête de la Fédération nigérienne de football. Qu'a-t-il apporté au football nigérien en termes de réalisation, ce qu'on peut toucher du doigt? Eh oui, ce monsieur, je crois qu'il va falloir beaucoup de temps pour l'oublier, parce que il est celui par qui la première qualification à une Coupe d'Afrique est arrivée au Niger. Et aujourd'hui, il en a 2 à son actif. Une au Gabon et une en Afrique du Sud, 2 phases finales. Et il a à son actif 5 qualifications au CHAN, s'il vous plaît. Ouais. Ce n'est pas rien pour une compétition qui n'a que 6 éditions. Ce n'est pas rien. Il a une Coupe du Monde avec les U17, une CAN U23 au Maroc. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a réalisé en termes d'infrastructure, je crois qu'on va avoir beaucoup de temps devant nous pour pouvoir peut-être l'oublier de très tôt. Parce que les réalisations aujourd'hui, c'est vrai qu'en 16 ans de stabilité, ça l'a permis certainement de pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé. Ça l'a permis d'asseoir une véritable politique de gestion et de leadership aujourd'hui qui lui est reconnue. Mais au-delà, il faut être peut-être Pelé pour pouvoir avoir cette longévité et cette stabilité à la tête d'une fédération quand on sait ce qui se passe sur d'autres pieds. Est-ce que le prochain bureau exécutif sera un prolongement
de celui du président sortant, Pelé? Alors, c'est la question que les uns et les autres se posent. Est-ce qu'on va maintenir la même cadence et avancer? Je dirais oui et en même temps non. Il aura certainement besoin, lui, Issaka Adamou, de certains collaborateurs qui connaissent déjà la route pour commencer son aventure, mais il aura aussi besoin du sang neuf pour renforcer une équipe s'il veut relever le défi, parce que je crois que beaucoup aujourd'hui sont en train de se demander si Issaka Adamou lui-même va réussir le challenge, parce que celui qui le remplace a laissé une tâche indélébile. Est-ce que lui, il est de taille aujourd'hui? Et pour qu'il puisse avoir de taille, il lui faut une équipe derrière. Et cette équipe, il ne pourra pas la construire dès son premier mandat. Il va faire certainement un mixage entre de nouvelles têtes qui sont censées lui apporter du temps neuf et des gens, des routiniers qui connaissent déjà un peu la machine et qui vont l'aider très rapidement à mettre les choses en marche et à ne pas sentir le vide de l'absence du Pelé. Toujours est-il que le nouveau président aura la bénédiction de l'ancien? Tout à fait. On évoque déjà, selon les textes, avec cette longévité, il devient président d'honneur de facto. On évoque la possibilité d'insérer dans les textes un poste qui lui permet d'être permanent au siège. Donc je crois quand même qu'on ne va pas se débarrasser de Pelé comme ça. Et ça ne serait pas juste aussi de la part de son dauphin aussi de vouloir très rapidement se débarrasser de lui. Mais aussi, il va falloir qu'il fasse son chemin, qu'il fasse ses propres preuves, sans être aussi trop dans l'ombre de son prédécesseur. Je crois que c'est entre les deux, il va devoir choisir. Mais pour l'instant, il faut aller en campagne, convaincre les électeurs et voter. C'est vrai que l'élection n'a pas encore eu lieu, mais quel est le défi majeur au niveau du football nigérien que le nouveau président doit relever? Alors, son prédécesseur a mis un accent particulier sur les infrastructures, sur les sélections nationales. Vous avez cité le nombre de qualifications, toutes catégories confondues. Oui. Aujourd'hui, les clubs ont été pratiquement un peu, entre guillemets, il faut les oublier. Et je crois que Issaka va devoir travailler dans le développement des clubs, dans le développement de la formation avec les académies, avec les centres de formation, pourquoi pas en région. Et au-delà, il va aussi accentuer ses efforts dans le financement du football parce que c'est un défi majeur. Et comme dans beaucoup de pays au sud du Sahara, c'est le financement du sport qui pose problème. Et je crois qu'aujourd'hui, lui, il a les mains libres. Puisqu'il a déjà des infrastructures disponibles, il a des sélections qui se qualifient régulièrement. Il va peut-être quitter au bout de l'ancienne corde, mais cette fois-ci, avec un accent particulier sur la formation et le développement en club. Merci beaucoup, Martin Radio. On se retrouve dans un court instant pour le débat du jour. Je vous en prie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Chers auditeurs, vous faites toujours bien de rester avec nous, bien évidemment, sur la radio qui mouille le maillot avec l'équipe d'Afrique. Après le Niger, on va au Mali maintenant, à Bamako, chez Ban Ibrahimon, notre confrère qui va nous commenter l'actualité sportive au Mali, notamment la CAN U17, les Aiglons qui ont terminé deuxième sur le podium, la Ligue 1 Pro avec la 18e journée disputée, les demi-finales de la Coupe du Mali qui se joue mardi et mercredi, le stade malien qui est donc en compétition dans cette Coupe d'Afrique, enfin dans cette Coupe nationale. Bonjour Ibrahima Ban. Oui, bonjour Monsieur Romero. J'espère que Bamako s'est bien réveillé aujourd'hui. Hein. Oui, Dieu merci, ça va. D'accord, on commence avec les Aiglons qui ont terminé deuxième lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Une finale perdue face au pays hôte, le Maroc, au tir au but 4 de temps réglementaire, 0 but partout. Le Mali n'était pas loin d'un troisième titre. Ah oui, Monsieur Romero, après la victoire contre le Burkina Faso, tout le monde voyait le Mali remporter sa troisième coupe, mais néanmoins, les choses ne sont pas bien passées lors des tirs au but, mais néanmoins, les jeunes se sont bien débrouillés et aussi le Mali a fait un bon
jeu, mais malheureusement, l'essentiel, c'était la coupe, et la coupe est restée au Maroc. En tout cas, ces jeunes Maliens ont fait un parcours honorable. En 2023, le Mali était quatrième battu lors du match de la troisième place par le Burkina. Cette année, le Mali finit deuxième sur le podium, qualifié de surcroît pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Une performance assez louable pour ces jeunes. Oui, mais rappelons que cette même 2023, c'était le Maroc qui avait éliminé le Mali en demi-finale avant que le Sénégal remporte face au Maroc en finale. Mais cette année, on a vu une équipe malienne à deux visages lors des phases de groupe. Le Mali, on peut dire, c'était une équipe qui essaie de faire le jeu. Mais on a vu après la défaite contre la Côte d'Ivoire, l'entraîneur Djefla Diallo a changé les tactiques parce qu'il avait au moins quelques joueurs blessés et le Mali s'est reposé sur quelques individualités, Dembélé, Fofana, Dembélé et Diarra et les autres. Mais on a pu négocier le match contre la Tunisie et tout le monde était un peu inquiet face au Burkina Faso, qui était une équipe à craindre, mais ça a été le meilleur match du Mali. Mais lors de la finale, le Mali a dominé. Le Mali s'est créé des occasions, mais malheureusement, ce qui a été le plus difficile pour le Mali cette année, c'était vraiment du côté offensif. Le Mali n'avait pas un grand tueur, on n'a pas pu marquer, et aussi l'équipe marocaine était bien organisée et on a perdu la finale face au tir au but. Et surtout, notre point négatif aussi, c'était le côté des gardiens. L'entraîneur a pratiquement joué sur tous ces trois gardiens, mais trois gardiens parmi eux, personne n'a pas pu s'imposer, mais celui qui était un peu le plus expérimenté, qui a été gardé pour le reste, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi avant la Coupe du Monde qui n'est pas aussi loin. J'espère que cette équipe va grandir et représenter valablement le Mali lors des prochaines échéances. On quitte les jeunes, on va s'intéresser à la Ligue 1 Pro, la 18e journée disputée. Commentez-nous les résultats de cette 18e journée. Oui, lors de cette 18e journée, c'est le Stade Malien de Bamako qui a fait la bonne affaire, qui a battu l'équipe 3e, l'ISFAS 3-0. Et le Djoliba AC, qui était à un point du Stade Malien de Bamako, a fait le match face au Binka FC lors des arrêts de jeu. Et les autres résultats, il n'y a pas eu de grandes surprises. Il y a eu la victoire de l'AS Real, qui était en difficulté, des 11 créateurs de Nyarela. L'US Bougouni aussi a perdu face à l'AS Police 2-1. Et l'AS Bakaria aussi est tombé face à l'ASCO qui était en difficulté. Et l'AS Bourba et Africa Football Elite ont fait match nul 1 but partout. Concernant le classement, c'est le Stade Malien de Bamako qui domine avec 40 points, suivi de 3 points du Djoliba AC 37 points. Il y a 3 points entre les deux équipes. Et en 19e journée, ça sera le grand derby malien, le Stade Malien de Bamako qui sera face au Djoliba AC. Du côté des relégables, il y a FC Diarra qui est 13e avec 15 points et Étoile du Mandé ferme là, donc avec 10 points. Monsieur Roméo. D'accord. La Coupe nationale, la Coupe du Mali, les demi-finales sur mardi et mercredi. Déjà les affiches Stade Malien ATS Koro, Derby Académie FC Diarra, des rencontres en tout cas que l'on doit suivre forcément. Oui, c'est les quarts de finale et non les demi-finales. Ah oui, les quarts de finale, autant pour moi. Oui, les quarts de finale. Oui, les quarts de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali. Et comme tu as dit, le mardi, ça sera le Stade Malien qui sera face à l'ATS. L'ATS, c'est une équipe régionale qui était en première division l'année dernière, qui est descendue en deuxième division. Et Derby Académie, qui est une équipe de deuxième division, qui sera face au FC Diarra, qui était en deuxième division l'année dernière, qui est monté en première division cette année. Et le grand match que tout le monde attend, c'est le Djoliba AC qui sera face à l'US Bougouni le mercredi à 16h au stade de Mamadou Kounaté. Rappelons que c'est l'US Bougouni qui a
a battu le Djoliba pour la première fois cette saison. Les Rouges de Bamako, ça sera un match de revanche entre les deux équipes où l'AS Bougouni va essayer de continuer parce que rappelons que l'AS Bougouni est la deuxième équipe régionale à remporter la Coupe d'Âme du Mali, et le Djoliba AC qui est vraiment en difficulté en ce moment va essayer de lever la tête face à l'équipe de l'US Bougouni. Et le dernier match, ça sera l'US Bougouba qui sera face au troisième du championnat, l'USFAS. D'accord, on va suivre de près ces matchs comptant pour les quarts de finale de la Coupe nationale du Mali. On finit l'actu chez vous avec le Tour du Mali qui a pris fin ce week-end avec la Belgique qui repart. Oui, le maillot du leader pour la Belgique. Oui, la Belgique, non, c'est... Oui, monsieur, le Belge Dedeker vraiment était vraiment supérieur aux autres dès la première étape en Sikasso. Il était en avance de 1 minute 29 et jusqu'aux dernières étapes, il était à 1 minute 4 du deuxième, le meilleur malien, Yaya Diallo. Mais lors de la dernière étape, il a géré la partie et jusqu'à au dernier kilomètre, pratiquement c'était lui qui était en tête, il a géré et il s'est classé dans les points. Et malheureusement, le Mali a gagné les étapes et c'est l'équipe de Belgique avec Dedeker qui remporte pour la première fois le Tour du Mali. Le deuxième a été Yaya Diallo et le troisième un autre malien Tchemoko Diallo. L'équipe du Burkina Faso a été la meilleure équipe. Aussi, concernant le plus jeune, ça a été Tchemoko Diallo. Et l'équipe togolaise vraiment s'est classée en pratiquement en dernière position. Rappelons que l'équipe de Togo est venue en retard, un seul jour en retard parce qu'ils ont quitté Togo le vendredi et venir ici le dimanche. Et c'est le dimanche que le tour a commencé avec la fatigue. Mais néanmoins, on a vu des jeunes Togolais qui se débrouillaient très bien, mais avec le coup de la fatigue, malheureusement, les choses n'ont pas bien marché. En tout cas, on espère que la prochaine édition, le Mali fera tout pour remporter son tour. Oui, comme l'année dernière, ça a été difficile. L'année dernière, c'était comme ça. Mais lors de la dernière étape, le coureur Yaya Diallo il y avait 56 secondes entre lui et le maillot jaune. Et bien, il a pu récupérer le maillot jaune lors de la dernière étape. Mais cette année, il y avait plus fort que lui. C'était Dedeker qui venait de gagner le Tour de Bénin récemment. Vraiment, c'était lui le champion et c'est mérité aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ibrahima. On se retrouve le mardi prochain. Inch'Allah. Allez, à bientôt. Dieu le voudra, ça c'est sûr. Chers auditeurs, c'est un énorme plaisir pour nous de vous savoir toujours à l'écoute de la seule radio qui mouille le maillot, surtout chaque mardi entre 10h30 et 12h pour vous livrer l'actualité sur le continent. Après le Mali, on se transporte au Sénégal, à Dakar, plus précisément chez Boris Adakanou. Oui, l'actu au Sénégal aussi intéressante. Et donc, pour les Sénégalais qui résident au Togo, qui nous suivent à travers le monde via www.sportfmtg.com, l'actualité vous est livrée par Boris Adakanou. Bonjour. Bonjour Noétor, bonjour à tout le monde. On commence avec cette compétition pour les jeunes talents qui est donc à l'initiative actuellement au Sénégal. De quoi s'agit-il exactement? La fédération sénégalaise de football va lancer le tout premier championnat national des U17. Vous savez, après la CAN qui vient de s'achever, il y a la FSF qui a décidé sérieusement de permettre aux entraîneurs nationaux des catégories U15 et U17 de faire un tour dans tout le pays, découvrir de nouveaux profils et donc de mieux suivre l'évolution du football dans toutes les régions. Donc le championnat U17 débutera
avant la fin de ce mois d'avril 2025 et se poursuivra jusqu'en juillet. Il concernera tous les clubs engagés dans cette catégorie sur en tout cas sur l'ensemble du territoire. Donc pour son organisation, le Sénégal en tout cas sera découpé en 8 grands pôles régionaux, notamment Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Matam, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Tambacounda. Donc dans chaque zone, il y aura les clubs s'affronteront lors des matchs en aller-retour et à l'issue de cette première phase, une sélection de chaque pôle sera constituée. Et ensuite, ces 8 sélections régionales se retrouveront ensuite pour une grande phase finale. Ces 8 sélections régionales se retrouveront ensuite pour une phase finale qui pourrait se tenir à Sédhiou cette année. Donc voilà, c'est ce moment, cette compétition regroupera aussi bien les U15 et les U17 comme je l'avais dit. Donc les meilleures équipes s'affronteront en phase de poule. Puis voilà, les demi-finales avant de viser le titre en finale. Le Sénégal veut se préparer déjà pour la prochaine Coupe du Monde. Si on voit un peu la stratégie dévoilée ou qu'adopte la Fédération sénégalaise de football. Exactement, vous savez, on le dit tous, hein, le football aujourd'hui est devenu une science et il faut tout simplement, si vous voulez rester au top, il faut travailler de tout. À la base, il ne faut pas forcément attendre, il ne faut pas aller chercher que les binationaux et venir. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le Sénégal veut être un pays qui reste le continent, que ce soit dans toutes les catégories possibles, que ce soit U20, que ce soit voilà, les espoirs et tout ce qui va avec. Et pour que le pays puisse rester au sommet, il faut que le travail à la base se fasse correctement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la FSF, en tout cas, se bat et fait l'essentiel pour permettre aux jeunes footballeurs ou à tous ces jeunes-là, à tous ces talents-là qui veulent briller de compétir, de jouer régulièrement. Et vous le savez bien, tant qu'il y a la compétition, il y a de nouveaux talents qui s'éclaireront. Et voilà, c'est pour le bien du Sénégal et pour toute l'Afrique. Le Sénégal, cette année, est sur presque tous les tableaux. On parle du championnat africain scolaire CAF 2025. Le Sénégal, logé dans la poule B, connaît désormais ses adversaires. Exactement, le Sénégal, comme tu as si bien dit, est dans toutes les compétitions, karaté, basket, beach, soccer, toutes les compétitions, tout ce qui est en tout cas sport. Et au football en particulier, il n'y aura pas. En tout cas, l'objectif de la fédération du ministère des Sports, c'est d'avoir le drapeau sénégalais flotté un peu partout. Et donc, le championnat d'Afrique scolaire, une compétition lancée récemment par la CAF, va se dérouler à Accra, au Ghana, dans quelques semaines. Et donc, le Sénégal, qui est logé dans le groupe B, jouera cette édition en tout cas, partagera le groupe B avec la Tanzanie, la Côte d'Ivoire une fois encore, et la République démocratique du Congo. Les Lionceaux, en tout cas, défieront ici le tenant du titre. C'est la Tanzanie qui avait remporté l'édition précédente. Donc, le programme de match de cette compétition qui se jouera du 23 au 26 avril sera bientôt dévoilé. Et donc voilà, l'équipe nationale du Sénégal U15 a reçu le drapeau national le vendredi dernier. Elle sera conduite par le sélectionneur Ousmane Diop. Vous savez, c'est une compétition également intéressante puisqu'à la clé, à part la révélation des joueurs, c'est un tournoi qui génère beaucoup de revenus. Vous savez, la CAF a mis la barre assez haute pour ces jeunes-là. Donc, les vainqueurs des tournois masculins et féminins recevront chacun une dotation de $300 000, environ 172 millions de francs CFA. Les finalistes de $100 000, 115 millions, tandis que les médailles de bronze se verront attribuer $150 000, environ 86 millions. Vous comprenez qu'il y a de quoi
rendre la compétition intéressante. Vous êtes un féru du sport de combat. On va parler karaté cette fois-ci. Le Sénégal qui a été à la une lors de ce Open aux États-Unis à Las Vegas. Parlez-nous de cet athlète. Il s'agit de Mbaké Sek Serigne. Mbaké. Ouais. Le Sénégal continue de faire rayonner son talent sur la scène internationale du karaté, donc à l'occasion de l'USA Open 2025 et de la Coupe intercontinentale junior organisée à Las Vegas. Serigne Mbaké a réalisé un parcours exceptionnel en remportant la médaille d'or dans sa catégorie. Le jeune Sénégalais a survolé tout simplement la compétition avec une série de victoires éclatantes face à des adversaires venus des 4 coins du globe. Lors de sa première sortie, il s'était imposé 8-0 contre les Américains et les USA. Deuxième match, Serigne a une nouvelle fois survolé l'Inde 8-0. Au troisième match, les USA ont encore subi la foudre 4-2. Au quatrième match, le Sénégal a battu le Mexique 6-2. Et enfin, en finale, les USA étaient de retour et Serigne Mbaké s'est imposé 6-4. Une domination sans appel pour le pensionnaire de l'équipe nationale de karaté. Il a su faire parler sa technique, sa puissance et la détermination de chacune de ses apparitions sur le tatami, tout simplement. Il fait la fierté du Sénégal. Quand on parle du karaté, c'est un véritable espoir ici et voilà, il incarne tout simplement une génération de combattants capables de rivaliser avec les meilleurs au niveau national. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas tout. Vous entendrez parler de Serigne Mbaké lors des prochains mois. C'est ce qu'il a dit à la fin de cette compétition. En tout cas, bravo au Sénégal qui se retrouve dans presque toutes les disciplines, MMA, karaté, boxe, les sports de combat. Oui, il commence pas à avoir également une place de choix au Sénégal. Un peu partout, je le dis, s'il faut parler de l'actualité du sport ici au Sénégal, il y en a tous les jours, c'est tout simplement extraordinaire. L'athlétisme, le week-end passé, c'était encore dense, que ce soit le judo à Abidjan, il y a un peu partout les femmes qui vont démarrer la CAN féminine futsal du 22 au 30 avril. Vous savez, c'est plein. On espère tout simplement que les autorités sénégalaises continueront comme ça encore de nombreuses années et que les autres pays africains emboîteront le pas parce que le Sénégal seul ne va pas le faire. Quand on le fait ensemble, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Ghana, c'est l'Afrique qui gagne. Et sur le plan international, mondial, l'Afrique sera bien représentée. On espère que ce réveil va arriver également au Togo. Tout simplement, il faut que ça commence par le football parce que c'est le sport qui regroupe tout le monde. Et il faut, comme le Sénégal le fait, engager les jeunes, les U15, les U17. On veut avoir des attaques orales à la où on veut avoir des jeunes briller de la base et grandir. Voilà, pour voir les éperviers briller un peu partout. C'est ce que nous voulons tout simplement. Boris, juste le temps de prendre quelques gorgées d'eau. On se retrouve dans un court instant pour le débat du jour. Chers auditeurs, nous allons boucler notre tour en Côte d'Ivoire, Abidjan, chez Chris Noubouzan. L'actualité est très chaude là-bas en Côte d'Ivoire. On parle de trucage de matchs dans le championnat. Que se passe-t-il exactement? Notre confrère Chris Noubouzan nous donnera des précisions, des détails sur ce qui se passe dans le football ivoirien. Au niveau de la Ligue 1, le Stade d'Abidjan est le nouveau leader, reprend donc le fauteuil. Ligue 2, Africa Sport perd la première place. La CAN U17, la Côte d'Ivoire, 3e, mais avec des regrets. Bonjour Chris Noubouzan. Bonjour Romero, salut à toutes et à tous. Les bonnes nouvelles avant celles qui fâchent, la Ligue 1. Nous sommes à 4 journées de la fin de l'exercice en cours. Le Stade d'Abidjan récupère son fauteuil.
Bien sûr, le Stade d'Abidjan est le nouveau leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire à l'issue de la 27e journée. Eh bien, les Abidjanais ont battu, se sont imposés en tout cas pour s'accaparer de cette première place. 1-0. Également, le FC San Pedro a été battu par le Boaké FC. 1-0 également. Le FC Oza. Oza a pris le meilleur sur le Racing Club d'Abidjan, 2-1. Même score pour Iska, 2-1 face à la formation de Mouna FC. Zoma FC et l'AS Denguele ont partagé la poire en 2-0. Le FC San Pedro, je le disais, a été battu par Boaké 1-0. Son FC d'Abobo est tombé devant les militaires de la SOA 2-1. Le Stella Club d'Abidjan est battu par le CO Korogo 2-0. Et puis, le Lissa Sandra et la SEC Mimosa ont partagé la poire en deux partout. Donc, une victoire qui permet donc au Stade d'Abidjan de récupérer le fauteuil de leader avec désormais 53 points derrière. On l'a perdu ou Ah là, un petit souci de connexion, de liaison avec Abidjan. Elam devant se bat de l'autre côté pour rétablir la connexion avec Abidjan où se trouve Chris Noubouzan qui commente les résultats de la Ligue 1. Allez-y Chris. Voilà, comme je le disais, le classement est le suivant. Le Stade, grâce à sa victoire, est donc leader avec 53 points. Deuxième, la FAD avec 51 points. Et puis, la troisième place, le podium est donc complété par l'ASEC Mimosa qui totalise 50 points. Alors, à 3 journées de la fin du championnat, l'ASEC, la FAD et le Stade peuvent encore terminer champion de Côte d'Ivoire. Wow. Alors, dans la course au maintien, on a Oza Dabobo qui est 14e et premier non relégable avec 21 points, moins 9. Dans la zone rouge, on retrouve l'AS Denguele d'Odjene à la 15e place avec 24 points, soit à 5 longueurs du club d'Abobo et la lanterne rouge, Lys Sassandra également totalise 24 points, même différence de but, moins 12. En tout cas, Lys Sassandra, l'un des responsables, Mamadou Dia, qui parle d'être victime de sa faiblesse. En tout cas, on espère que cette équipe va se relever rapidement pour le bonheur de ses supporters, de ses fans. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la Ligue 1. On parle de trucage de matchs ou des matchs arrangés. De quoi s'agit-il exactement, Chris ? Ah oui, effectivement, c'est d'abord le bookmaker BetClick qui a lancé l'alerte le 14 avril dernier à l'issue du match opposant l'ASEC Mimosa à l'équipe de Sol FC. D'après le site de Paris Sportif en ligne, il y aurait eu de soupçons d'irrégularité au cours de ce match. Par conséquent, tous les paris étaient suspendus et ne seraient réglés qu'après réception des confirmations officielles de l'IBIA, un organisme international d'intégrité. Alors, il faut rappeler que ce match avait été remporté par la SEC Mimosa sur le score de 3-1 et plusieurs sources avaient déclaré que le score du match avait été balancé dans des groupes WhatsApp avant le début de la rencontre. Simple coïncidence ou un match véritablement truqué, difficile de le dire parce qu'on n'a pas de preuves. Ouais. Il y a aussi les matchs Racing, Oza, Iska, Mouna FC qui se sont soldés respectivement sur le score de 2-1. Eh bien, des confrères qui étaient au stade Robert Champoux de Marcory avaient déclaré ou avaient dénoncé des matchs arrangés au vu de l'évolution des rencontres. Mais sans véritable preuve, difficile de confirmer ces allégations. Et puis, il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, la sortie du président de Lys Sassandra, Mamadou Dia, à l'issue du match de son club face à la SEC Mimosa, le Lys Sassandra. Le match qui s'est soldé sur le score de 2 partout ce week-end. Eh bien, Mamadou Dia a déclaré qu'il est victime de sa faiblesse, c'est victime de son soutien à Didier Drogba lors des élections à la tête de la fédération en 2022 et que tout est mis en place pour que son club évolue la saison prochaine en Ligue 2. Oh là 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 là. Et justement, la Ligue 2, on en parle. Ça ne va plus trop fort pour Africa Sport qui perd sa première place.
L'Africa perd son match d'abord contre l'Amfiara, 3-2. Et là aussi, il y a eu des déclarations, il y a eu des sorties pour dénoncer l'arbitrage. Wow. Alors, l'Africa a été réduit à 10 contre 11 après le premier quart d'heure. Derrière, l'Africa a été mené 2-0. Ils sont revenus à 2 partout. Et dans les derniers instants du match, l'Africa a concédé un pénalty discutable. Selon les supporters de l'Africa, ça a été tout simplement hold-up réalisé contre le club vert-rouge pour que l'Africa ne passe pas encore cette année en Ligue 1. Et donc l'Africa perd 3-2 et perd aussi la première place au profit de l'Espérance sportive d'Agboville qui est allé battre son poursuivant direct, le Yamoussoukro Football Club, 2-0 à Yamoussoukro. Et dans la foulée de ce match, l'entraîneur de Yamoussoukro, Boudo Mori, a été limogé avec ses adjoints parce qu'il y aurait eu des soupçons de corruption également à l'issue de ce match. Donc, Agboville prend la tête de ce groupe avec désormais 46 points plus 15 à 2 longueurs désormais de l'Africa qui totalise 44 points plus 9. Alors Chris, au vu de tous ces, toutes ces accusations, ces soupçons, que fait la fédération ivoirienne de football pour élucider ces cas? Pour l'instant, la fédération n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais des confrères nous auraient signalé que la fédération a pris très au sérieux ces allégations de matchs truqués afin de situer d'éventuels responsables et punir joueurs et dirigeants qui se seraient impliqués dans ce phénomène qui fausse l'équité dans le football ivoirien et qui est en train de pourrir notre football. La Côte d'Ivoire, les Éléphantos sont de retour à la maison avec au cou une médaille de bronze lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. C'est vrai, la 3e place, on l'accepte, mais avec des regrets. Bien sûr, avec des regrets. Le public ivoirien avait apprécié la prestation des joueurs ivoiriens à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Ils ont salué leur parcours, mais beaucoup sont restés sur leur faim. Beaucoup ont estimé que les Ivoiriens avaient toutes les possibilités, avaient les armes, avaient les qualités pour remporter cette coupe aux grandes oreilles devant le Maroc. Alors, on l'avait dit ici que l'entraîneur des Éléphantos avait Diabaté, il s'appelle Diabaté, avait tenu des propos un tout petit peu diplomatiques. Il avait du mal à tenir un discours guerrier, à dire clairement qu'il pas remporter le match face au Maroc. Il avait trop respecté, selon le public sportif ivoirien, le Maroc. Durant donc ce match, on a vu que les Ivoiriens avaient leur chance entre les mains, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ils sont donc éliminés aux portes de la finale et ils rentrent avec la médaille de bronze. C'est vrai que les gens ont salué ce retour avec cette médaille, mais plusieurs estimaient qu'ils avaient la possibilité d'aller plus loin que ça et pourquoi pas remporter cette coupe-là. En tout cas, on peut rectifier le tir lors du prochain mondial de la catégorie puisque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que là, on n'est plus entre Africains, mais on est sur le circuit mondial. C'est beaucoup plus compliqué avec ces équipes qui viendront des 4 coins du monde. Bon, ça s'annonce peut-être compliqué, mais pas impossible. Nous sommes en football. Il va falloir bien se préparer et renforcer le groupe avec d'autres joueurs plus talentueux pour espérer aller loin, ne serait-ce que aussi atteindre les derniers carrés de cette compétition. Merci beaucoup, Chris. On vous souhaite une excellente journée en Côte d'Ivoire, à Djamé, à Bobo, Yamoussoukro, Yopougon, Trècheville, Cocody, Angré. En tout cas, à très bientôt, Chris. Vous êtes devenu ivoirien maintenant. Exactement. À bientôt, Chris. Alors, chers auditeurs, juste une petite aération, le temps de lancer le débat du jour.